Courrier de Lyon, c'est un journal sans abonnés, hein, à la solde des clubistes lyonnais, qui parle à longueur de colonne, je cite, « d'éventrer et de livrer les cadavres aux corbeaux, de mettre leurs boyaux en bandoulière et de boire dans le crâne éviscéré des aristocrates. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate? Vous croyez que c'est un noble? Non, un aristocrate, c'est quiconque n'est pas d'accord avec eux. Bonjour Marion Sigaud, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre en ce jeudi 22 janvier. Bienvenue. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors pour introduire cette émission qui va parler de l'horreur et la barbarie qui s'est déroulée à partir de, on va dire, 1789, date bien célèbre à Lyon, et les années qu'on suivi, sous des prétextes divers, nous allons en parler juste après ce texte que je souhaitais lire à l'écran. Pour introduire cette émission, vous verrez, ça va certainement vous évoquer des choses, chère Marion. Alors, c'est parti, c'est un texte d'Hannah Arendt. L'objectif n'est pas la croyance, c'est la confusion, c'est l'épuisement. C'est submerger les individus sous des affirmations contradictoires, des mensonges et des contre-mensonges, jusqu'à ce qu'ils renoncent à chercher ce qui est réel. Quand on ne peut plus distinguer le vrai du faux, on ne peut plus distinguer le bien du mal. Et à ce moment-là, on devient facile à contrôler, non pas parce qu'on a été convaincu, mais parce qu'on a cessé de penser par soi-même. Arendt avait compris quelque chose d'essentiel. L'éducation totalitaire ne vise pas l'endoctrinement, mais bien la destruction de toute capacité à former des convictions. Si les gens ne croient plus en rien, ils ne questionnent plus rien et ne font confiance à rien. Ils ne résisteront à rien. Ils dériveront engourdis et passifs, tandis que le monde autour d'eux s'assombrit. Dans son essai ultérieur « Vérité et politique » en 1967, Arendt analyse la manière dont le mensonge fonctionne dans les systèmes politiques. Elle montre que le mensonge permanent ne propage pas seulement des faussetés, il érode l'idée même de vérité. Quand tout est contesté, quand chaque fait est traité comme partisan, quand la réalité devient une opinion, alors la vérité perd toute force. Et quand la vérité n'a plus de force, la justice, la morale et la dignité humaine s'effondrent avec elle. Arendt a vu cela se produire dans l'Allemagne des années 1930. Les nazis ne se contentaient pas de mentir. Ils créaient un climat où le mensonge était si constant que les gens ont cessé de se soucier de ce qui était vrai. Ils sont devenus cyniques, détachés, insensibles. Et dans cette insensibilité, l'horreur est devenue possible. Elle n'écrivait pas pour accuser, mais pour avertir. Cela peut arriver partout, à n'importe qui. Cela commence non par la violence, mais par la lente destruction de notre capacité à distinguer la réalité de la fiction. Que faire alors? Pour Hannah Arendt, la réponse tenait en un seul mot, penser. Pas seulement consommer de l'information, mais l'examiner attentivement, activement. Questionner, réfléchir, confronter les points de vue, refuser les réponses faciles. Elle écrivait aussi: le révolutionnaire le plus radical devient conservateur le lendemain de la Révolution. Autrement dit, dès que nous cessons de penser de manière critique, même face à des idées que nous partageons, nous avons déjà perdu. Le totalitarisme n'arrive pas d'abord avec des chars et des bottes. Il commence en silence, dans l'érosion progressive de notre capacité à savoir ce qui est réel. Il prospère dans le cynisme, la fatigue et la résignation. Tous les politiciens mentent. On ne peut faire confiance à personne. De toute façon, on ne sait plus ce qui est vrai. C'est précisément cette résignation qu'Hannah Arendt nous demandait de refuser. Elle est morte en 1975, mais son avertissement demeure. Protège ta capacité de penser, exige des preuves, distingue les faits des opinions, ne laisse pas le flot de mensonges te faire renoncer à la vérité. Car le jour où tu cesses de te soucier de ce qui est vrai, tu as déjà perdu tout ce qui compte. Merci à vous pour votre attention. Bienvenue Marion Sigaud, qui est amoureuse de la recherche de la vérité et de la remise en question de l'histoire. Vous avez même écrit un livre qui s'appelle Réhistoire. Bienvenue, la parole. C'est pas un livre, hein, c'est une collection. C'est une collection. C'est la collection des livres que j'ai
dont j'ai récupéré les droits récemment, et de mes livres nouveaux, je les ai rassemblés sous une bannière qui s'appelle Réhistoire pour tous, dans laquelle j'espère amener des partenariats, enfin apporter des partenariats. Et donc, c'est Réhistoire pour tous, c'est la bannière sous laquelle je publie désormais en auto-édition par l'excellente maison au nom imprononçable, Book Édition. The Book Édition. Et voilà, c'est effectivement la recherche passionnée de la vérité. Alors, j'ai un mot, je ne connaissais pas ce texte, donc j'en connaissais la substance, mais je ne le connaissais pas sous forme de texte. C'est somptueusement beau, c'est somptueusement vrai. Merci de commencer cette émission par cette citation absolument époustouflante. Voilà. On est bien d'accord. En parlant de recherche de la vérité, je voulais quand même aussi citer cette fausse encyclopédie qui est devenue un instrument de propagande, Wikipédia, qui vous habille également pour l'hiver, puisque c'est souvent le cas des invités qui arrivent ici, qui s'expriment ici. Êtes-vous d'extrême droite? Alors, je suis une femme française, catholique et patriote. Moi seule ai le droit de me définir. Je ne suis rien d'autre que je ne puisse définir moi-même. Donc, je n'ai jamais appartenu à l'extrême droite. J'ai appartenu à l'extrême gauche. Je le reconnais. C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais je le reconnais. Je n'ai jamais appartenu à l'extrême droite et je ne suis pas autre chose que ce que je viens de définir. Alors, pour Wikipédia est une agence de propagande absolument mortifère et abominable. Il n'y a aucune information me concernant dans ma fiche Wikipédia. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que je suis, ce que je pense, c'est auprès de ce que je dis et de ce que je fais qu'il faut aller chercher et pas auprès de cette agence de diffamation qui est absolument impossible à arrêter. Il n'y a aucun moyen d'arrêter, d'empêcher les horreurs débitées par Wikipédia. Donc, si vous voulez savoir ce que je suis, c'est à moi que vous demandez et laissez tomber cette horreur. D'ailleurs, quelqu'un qui essaye de m'interviewer après avoir regardé ma fiche Wikipédia, je le repère tout de suite. C'est, enfin bon, peu importe. Bien sûr. J'imagine qu'il y a des infos qui sont vraies et disséminées au milieu de ces vérités de votre parcours, il y a des mensonges. Alors, pour savoir, c'est quoi la différence entre une opinion et une information? Une opinion et une information, c'est clair. Il y a une définition, je l'ai apprise quand j'ai appris à faire du journalisme. J'ai suivi une école, deux écoles de journalisme. Donc, la différence entre une opinion et une information, c'est la même chose en histoire. L'information, elle est sourcée. L'opinion, c'est ce que dit celui qui parle. C'est-à-dire, si je dis la ville de Lyon a subi un martyre abominable pendant la Révolution, c'est l'opinion de Marion Sigaud. Si je vous dis, je vais vous donner des informations tirées des annales historiques de la Révolution française dans le numéro de juillet-septembre 1996, voilà, et le signataire de cette étude s'appelle Bruno Benoît, et il a tiré ces informations du travail d'un prêtre qui s'appelait Quillon de Moléon et qui a publié en 1797, là, je vous donne une information. Absolument. Eh bien, ça tombe bien, transition toute trouvée. Nous allons aller à Lyon, aux alentours de 1789, date bien connue en France, oui. Pour parler de cette barbarie qui s'est déroulée de manière presque légalisée, avec une violence inouïe et une instauration, on va dire, de force au chausse-pied de ce qu'on appelle la République par les clubistes jacobins, qui sont des francs-maçons. Donc, voilà. Comment tout cela a commencé, en fait? Parce que Lyon, c'est le pays de la soie, entre autres, et de la révolution industrielle, entre autres choses. Alors, pour situer Lyon en 1789, on va dire que c'est une ville de 150 000 habitants, faubourg compris. Et en 1789, l'économie lyonnaise a pâti de la crise industrielle de 1787-88. Alors, la crise industrielle, c'est quoi? C'est à la fin de la guerre d'Amérique, il y a eu un accord passé entre la France et l'Angleterre, un accord passé qui a été comment dirais-je, qui a été élaboré par un très 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 libéral et très 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 encyclopédiste Dupont de Nemours, un accord tout à fait dans l'esprit des Lumières, un accord de libre-échange. Et la France a vu arriver
de façon absolument cataclysmique une quantité de produits industriels fabriqués à bas prix en Angleterre, parce que l'Angleterre faisait travailler les enfants à partir enfin, je veux dire, à l'âge tendre, et ne respectait plus aucune règle corporative. Donc les produits à bas prix, d'ailleurs de mauvaise qualité, hein, quoi qu'en aient dit les partisans de cet accord, les produits de mauvaise qualité mais à bas prix se sont abattus sur la France et ont créé un chômage absolument épouvantable. Donc l'accord a été signé plus tôt, mais en 87-88, c'est là que la foudre s'est abattue sur la France et que toute l'économie parallèle à l'économie habituelle s'est effondrée. Ce que j'appelle l'économie parallèle, par exemple, dans beaucoup de villages où la crise agricole sévissait depuis quelques années, les gens avaient il y avait beaucoup de familles qui faisaient des petits travaux pour compléter leurs revenus, et tout ça s'est effondré, il n'y avait plus moyen, ça a été absolument une horreur. Donc Lyon a pâti de la crise industrielle de 1787, et donc il y avait une espèce d'instabilité sociale chronique, mais ça c'était un peu partout en France, dû à la vie chère. Donc dans toute la province, alors la province, il n'y avait pas véritablement de ce qu'on appelle des gentilshommes, c'est-à-dire que la noblesse locale, c'était en fait de la bourgeoisie anoblie. Et il n'y avait pas beaucoup à Lyon de noblesse, de nobles qu'on appelle d'épée. Alors, Lyon était une ville qui était riche de sa soie et de son commerce, et l'administration municipale avait été confiée à un prévôt des marchands assisté de 4 échevins et de 12 consuls. Donc ça, c'était la façon de fonctionner des communes de l'Ancien Régime. Donc les députés du tiers à Lyon étaient banquiers, négociants, avocats et médecins. Voilà ce que c'était que Lyon à la veille de la Révolution et au début de la Révolution. Alors, dès 1790, on sent à Lyon l'influence des clubs et la violence verbale. Alors les clubs, c'est ce qu'on appelle les sociétés. Je renvoie pour ça non pas à ce Quillon de Moléon, mais à un historien à cheval sur le 19e et le 20e siècle, qui est l'excellent Augustin Cochin, qui a étudié l'influence des clubs. Sous l'Ancien Régime, l'influence, ce qui faisait tourner la société, c'était les gens qui travaillaient, les gens qui étaient qui travaillaient, et à partir de la révolution des Lumières, l'influence vient des gens qui parlent, et ils parlent dans des clubs. C'est la montée de la franc-maçonnerie, c'est la montée de ce qu'on appelle la libre pensée. Donc je vous renvoie à l'excellent travail d'Augustin Cochin. Alors c'est copieux, Augustin Cochin, ça ne se lit pas comme un roman, mais c'est très 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 bien étudié. Donc voilà, le tiers-État à Lyon, il ne faut pas s'imaginer que c'est des petits ouvriers et les paysans alentours. Les députés du tiers sont banquiers, négociants, avocats, médecins, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont tout à fait à l'aise. Alors, il y a un Lyonnais qui va devenir ministre, c'est Roland de la Platière. C'est lui qui a fondé le Club des Jacobins et il publie le Courrier de Lyon. Il montera à Paris, il deviendra ministre. Alors, il a publié sans rire à l'Académie de Lyon un mémoire suggérant de recycler l'huile et le phosphore tirés des cadavres humains à des fins industrielles. On frémit d'horreur, c'est-à-dire utiliser le corps humain à des fins industrielles. Et il a fait des émules. Bon, on en reparlera un autre jour éventuellement, mais il a fait des émules. Il a épousé la fille d'un maître graveur parisien qui sera la future égérie des Girondins. Elle sera Madame Roland. Voilà. Alors, il a créé en août 1790 la Société populaire des Amis de la Constitution, implantée dans les 32 sections urbaines de Lyon et dans les 4 sections des faubourgs. Chaque société populaire de section délègue des représentants au club central. C'est le maillage des sociétés de pensée. Ces gens-là correspondent les uns avec les autres et c'est eux qui vont tenir toute la société. Tout ce qui se publie, tout ce qui se dit, tout ce qui s'émet dans la ville de Lyon va passer par ces clubs. La ville était secouée de violentes émeutes qui mettaient aux prises des milices populaires et le commandant militaire de la place, Humbert Colomès. Alors, les milices populaires, eh bien, ce sont les gens qui obéissent au club. Ce sont les gens affiliés au club. Alors, le commandant militaire, il dépend du roi encore, en 1790. Il a été obligé de partir de Lyon et il a écrit « J'ai fait jusqu'à présent des efforts pour maintenir la tranquillité publique. Je n'ai voulu que le bien de mes concitoyens et c'est par le même sentiment que j'ai cru qu'il était de mon devoir de démissionner de mon poste, puisse-t-elle satisfaire mes concitoyens et contribuer à assurer la paix dans ma patrie. » C'est-à-dire qu'il y a une instabilité entretenue par les clubs qui fait qu'un commandant militaire dit « je peux pas, c'est pas possible, je peux pas donner des ordres qui vont systématiquement être contredits par des gens qui crient de plus en plus fort. »
Donc, en fait, il n'y a plus d'autorité. Ce sont les clubs et les émeutiers qui font la loi. Comment peut-on vivre dans une ville où les clubs qui ne racontent pas à tout le monde ce qu'ils font, ils racontent leurs conclusions, mais pas leurs débats, et ils dirigent des émeutiers qui font la loi, ça devient absolument insupportable. Donc, vous avez un foisonnement de clubs à tous les carrefours, et au milieu de ces clubs émerge un certain Chalier, qui est un excellent orateur, et qui aime à faire monter le niveau de violence verbale. La violence verbale est permanente. Elle est permanente. Joseph Chalier. Oui, Chalier, oui. Chalier Joseph, hein, c'est ça. Voilà. Donc, pourtant, à Lyon, on aime à croire en la concorde. Et le 30 mai 1790, 50 000 hommes à genoux, bénis par le clergé, jurent ensemble la fidélité au roi et à la nation. C'est-à-dire que la Révolution, pour au moins 50 000 personnes, ça n'est pas compatible avec la fidélité au roi et la fidélité à la religion, puisqu'ils se font bénir, et à la nation. Donc, on voit que Lyon n'est pas, a priori, opposé à la Révolution, mais dans un certain cadre qui respecte le clergé, respecte le roi et inclut la nation dans sa fidélité. Alors, on recommence le 14 juillet pour faire pendant à la grande fête de la Fédération à Paris. Le 14 juillet, c'est pas l'anniversaire de la prise de la Bastille, c'est l'anniversaire du premier anniversaire, c'est la commémoration du premier anniversaire de la prise de la Bastille, c'est-à-dire la grande fête de la Fédération à Paris, où ont défilé toutes les gardes nationales, enfin voilà. Donc, on a dressé un hôtel de la Patrie à la place Bellecour, et alors place Bellecour s'appelait la place Louis Grand à l'époque, Louis Grand c'est Louis XIV, et des violences vont encore secouer la ville dans le mois, mais elles se calmeront, c'est-à-dire qu'il y a véritablement de la part de Lyon un désir de participer à la Révolution dans les meilleures conditions possibles et dans les conditions de concorde. Voilà. Donc, la constitution civile du clergé va mettre le feu aux poudres. La constitution civile du clergé, c'est ce qui arrive en 1790, c'est la soumission de l'Église à l'État. Et ça va devenir la source de nouvelles violences qui iront jusqu'au génocide. Alors, la constitution civile du clergé, c'est pas qu'on demande au clergé d'obéir à la loi, parce que tout le monde est tenu d'obéir à la loi, c'est qu'on demande au clergé de cesser d'obéir à l'Église pour obéir à la Constitution. Le clergé n'a pas à obéir à la Constitution en tant que clergé. En tant que citoyen, oui, en tant que clergé, non. Le clergé est soumis à l'Église. À partir du moment où on veut soumettre l'Église à l'État, on fait une véritable révolution que, en son âme et conscience, tout prêtre digne de ce nom ne peut que refuser. Donc, on demande aux prêtres de prêter serment à la Constitution, à la Constitution civile du clergé, ils refusent, et c'est ça qui va déclencher la persécution religieuse. Ça va être une abomination. En décembre 1790, le médecin Louis Vitet, président du Club des Jacobins, est porté à la mairie. Alors, président du Club des Jacobins, vous avez compris, c'est un franc-maçon, donc il appartient au club. Tous ces gens-là font leurs petites affaires porte close. Il est porté à la mairie. Alors, il siège également Chalier. Chalier a 43 ans à ce moment-là. Et va commencer une persécution religieuse de saisie des biens divers dans les monastères. Alors, on a besoin d'argent, eh ben on va se servir dans les monastères, puisque l'Église est maintenant soumise à l'État a besoin d'argent, on va chercher. Attendez, pourquoi se gêner? C'est des gangsters, hein. C'est vraiment des gangsters. La mairie supprime les maîtrises et les remplace par la patente. Ça veut dire quoi? La mairie supprime les maîtrises. Bon, ça, c'est la grande affaire de la Révolution, c'est la suppression des corporations. Les corporations, ce sont les organisations de métiers qui prennent en charge non seulement la qualité du travail, mais également la qualité de vie du travailleur. Les maîtrises ont été supprimées, on les remplace par la patente, c'est-à-dire avant, pour pouvoir travailler, vous entriez dans une corporation. Maintenant, vous n'avez plus droit à une corporation, mais vous êtes obligé de payer une patente, c'est-à-dire un impôt, hein, pour pouvoir travailler. La protection ouvrière est remplacée par un impôt. Et la vie ouvrière sans la protection ouvrière, ça va rapidement devenir l'horreur, et ça, on a eu tout le Xe siècle pour s'en rendre compte. Donc, des violences affreuses sont commises dans les châteaux autour de la ville. Les clubs font ce qu'ils veulent, ils lâchent des sbires qui vont commettre des atrocités, et tout va bien, personne ne réagit. Au niveau des autorités, les autorités laissent faire. Alors, les clubistes de Lyon diffusent des feuilles qui rivalisent de violence. Alors, écoutez ce qu'écrit le Courrier de Lyon, c'est un journal sans abonnés, hein, à la solde des clubistes lyonnais, qui parle à longueur de colonne, je cite, « d'éventrer et de livrer les cadavres aux corbeaux, de mettre leurs boyaux en bandoulière et de boire dans le crâne éviscéré des aristocrates. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate? Vous croyez que c'est un noble? Non, un aristocrate, c'est quiconque n'est pas d'accord avec eux. Ça suffit comme définition. Je continue la citation.
Il faut du sang à la régénération politique de la nation. Ces gens-là veulent régénérer la nation. Qui c'est qui leur a demandé? Enfin bref, il faut des cadavres à l'arbre de la liberté, car il convient de noyer dans le sang des aristocrates le souvenir d'un esclavage de 13 siècles. La royauté, c'est un esclavage. 13 siècles de royauté, pour ces gens-là, c'est 13 siècles d'esclavage. Car l'arbre de la liberté doit nécessairement jeter ses racines dans les cadavres des ennemis de la liberté. Courage donc, frères Céréborans, étouffez dans vos cœurs le germe de toutes les divisions. Les temps sont proches, ralliez-vous dans une seule et même pensée, sous un seul et même cri, mort aux tyrans, aux armes, frères, les ennemis sont à nos portes, aux armes, massacrons tous les ennemis de la liberté. Les ennemis de la liberté. Voilà ce qui se diffuse dans les clubs à Lyon en 1790. Et le roi, à ce moment-là, n'a plus prise sur ce qui se passe à Lyon. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. On est encore en 1791. Prisonnier à Paris, Louis XVI envisage un temps de se retirer à Lyon qu'il considérait comme fidèle. Il voulait y transférer sa capitale, parce que la capitale de Paris était tombée le 14 juillet entre les mains de salopards, enfin bref. Et il avait envisagé un temps d'aller à Lyon, mais la préparation minutieuse du projet l'a fit éventer et il a dû l'abandonner. C'est là qu'il est parti à Varennes à la place et qu'il s'est fait rattraper. Alors il n'est pas parti à Varennes pour passer à l'étranger, il est parti à Varennes pour retrouver ses troupes fidèles. À Lyon, le conseil municipal retire le portrait du roi de la salle de conseil. Bon, ben voilà. Il y avait le roi et il le retire. L'humiliation publique des catholiques, les moqueries, les brutalités sont quotidiennes et monnaie courante. On va harceler les catholiques. C'est qui les catholiques? Mais c'est le peuple, c'est tout le monde. Les catholiques, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ces gens décident que l'ennemi, c'est les catholiques, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent au peuple. Le jour de Pâques, en 1791, des fidèles sont attaqués à la sortie de la première messe du matin par des forcenés qui déshabillent les femmes, les fouettent et certaines jusqu'à la mort. Vous imaginez? Les hommes qui tentent d'intervenir sont accablés d'une grêle de pierre et plient sous le nombre. Ceux qui réussissent à s'échapper atteignent, couverts de sang et de boue, le corps de garde le plus proche. Le corps de garde refuse d'intervenir parce qu'il n'a pas d'ordre. On parvient à entraîner quelques-uns sur place et ils se contentent de regarder, l'arme au bras, des pauvres femmes à genoux, toutes nues, suppliant qu'on leur épargne cette honte en les achevant. Quand le maire se montre enfin, il constate et il s'en va. Il repart. La persécution contre ceux qui refusent la constitution civile du clergé va aller croissant et vite et finira par faire fermer les églises. C'est-à-dire qu'à Lyon, l'autorité municipale autorise qu'on dénude et qu'on fouette à mort des femmes parce qu'elles sortent de la messe, avec des soldats l'arme au poing qui regardent faire et qui disent « Ah oui, mais on n'a pas d'ordre ». C'est une horreur. C'est une horreur. Nous sommes à présent en 1792. L'agitation ne fait que croître. À l'annonce de la chute de la royauté le 10 août, alors la royauté est morte, elle n'est pas morte, elle est tombée militairement le 10 août parce que le palais des Tuileries a été pris d'assaut. À ce moment-là, à l'annonce de la chute de la royauté, on brise les effigies royales et l'ère Chalier va s'ouvrir. Il a été élu comme notable au printemps 1790 dans la première municipalité lyonnaise. Il est officier municipal en novembre aux côtés de Jean-Marie Roland dans l'équipe Vitet. Voilà, donc ça n'est qu'un parmi les autres. Suspendu de ses fonctions par le directoire du département de Rhône-et-Loire en janvier 92 pour des visites domiciliaires abusives, il monte à Paris où Roland, devenu ministre de l'Intérieur, le blanchit de toute accusation. C'est pratique d'avoir des copains dans la place. Il rentre à Lyon le 24 août 92 et retrouve ses fonctions au sein de la municipalité. C'est-à-dire qu'il aurait pu être arrêté pour les abus qu'il a commis, mais non, on est entre copains, on le laisse courir. Le club central devient sa tribune politique. Il va désormais s'en prendre aux modérés, aux Rolandins, avec qui pourtant il a mené la lutte depuis 90 contre tous ceux qui ont cherché à freiner ou à arrêter la révolution. C'est-à-dire que Roland va devenir à partir de ce moment-là un modéré par rapport à ce qui se prépare à Lyon. Pour lui, Chalier, Lyon est une ville réactionnaire, contre-révolutionnaire, qu'il faut nettoyer de tous les aristocrates. Vous avez compris la définition d'aristocrate, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, muscadins et accapareurs, bref, de tous les riches. Et qu'est-ce qu'un riche? C'est quelqu'un qui a de quoi vivre, tout simplement, ça suffira. Il est bien décidé à appliquer le programme de son idole, Jean-Paul Marat. Ah, qu'est-ce que c'est le programme de Jean-Paul Marat? Alors, Jean-Paul Marat, à l'origine, il est journaliste. Alors, il est médecin. Il est médecin, oui. Mais il est journaliste, et il est connu dans la Révolution comme journaliste. Alors, le programme de Marat en 1792, je cite, écoutez bien. La société doit, à ceux de ses membres qui n'ont aucune propriété et dont le travail
suffit à peine à leurs besoins, une subsistance assurée, de quoi se nourrir, se loger, se vêtir convenablement, de quoi se soigner dans leur maladie, dans leur vieillesse, de quoi élever leurs enfants. Ceux qui regorgent de superflus doivent donc subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire. Sinon, l'honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son désespoir rentre dans l'état de nature et a le droit de revendiquer, à main armée, les avantages qu'il n'a pu aliéner que pour s'en procurer de plus grands. Toute autorité qui s'y oppose est tyrannique et le juge qui le condamne à mort est un lâche assassin. Alors ce programme va justifier toutes les violences car la disette est permanente, l'émeute quotidienne est légitimée. Marat légitime l'émeute quotidienne. Alors pourquoi est-ce qu'on a faim à la Révolution française? Pourquoi est-ce que dans la première nation agricole de France, on a faim? On a faim pour une raison très simple, c'est que à coup de 3 crises successives qui sont 1765, 1776 et 1788, on a libéralisé le commerce des subsistances. On a supprimé la police du grain qui, sous la bienveillante surveillance du roi, enfin paternelle du roi, empêchait les marchands de saisir les subsistances. À partir de la Révolution, on a constitutionnaliser la libre circulation des subsistances, les marchands s'en mettent plein les fouilles et le peuple ne peut plus subvenir à ses besoins. Or, dès le début de la Révolution, en novembre, je crois, octobre ou novembre 1789, on a instauré la loi martiale, c'est-à-dire le droit de tirer dans le tas, à toute réunion de plusieurs citoyens à qui on aura levé le drapeau rouge en disant dispersez-vous. Or, la seule façon qu'avait le peuple de résister à la cherté des subsistances, c'était de se réunir pour demander la taxation. La taxation, c'est-à-dire la fixation du taux de la nourriture. À partir de 1789, réclamer que le pain soit abordable, c'est passible de la peine de mort. Voilà. Est-ce qu'on peut dire finalement, pour résumer et reformuler, que le roi Louis XVI, quand il a validé la libre circulation des marchandises, il a signé sa fin? Oui. Oui. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai l'habitude de dire le roi a perdu la tête 2 fois. Oui, je comprends. La première en 87 et la deuxième en 93. Et en plus de ça, il a été abusé, hein, parce que j'ai bien regardé tout ce qu'on lui a présenté. On faisait croire au roi que c'était le peuple qui demandait. Alors, comment on faisait? On lui disait le peuple des campagnes réclame. Le peuple des campagnes qui réclamait, c'était les riches propriétaires de grandes exploitations qui disaient… Voltaire, il disait, moi qui cultive la terre, parce qu'il était propriétaire de terres agricoles. Ben, il ne la cultivait pas. Et les nobles… Les nobles ou les riches bourgeois, en fait, c'est plus les riches bourgeois que les nobles, qui possédaient des terrains, des terres et qui voulaient absolument la libre circulation des subsistances, se faisaient passer auprès du roi pour les représentants des campagnes, qui représentaient que leurs intérêts. Voilà. Donc, le roi a été abusé, il a véritablement cru que c'était ce que voulait la population, et voilà, il a perdu la tête, une première fois symboliquement, et une deuxième fois dans les faits. Maintenant, au moment de son exécution, on parlait déjà plus de ça, on parlait d'autre chose. Voilà. Enfin, c'est la réalité. Si le peuple a faim pendant la Révolution, c'est pas à cause du roi, c'est à cause des Lumières, c'est à cause du mouvement des Lumières et de tous ces clubs. Tous ces clubs sont tous partisans du libéralisme économique, hein, c'est clair et net. Alors, libéralisme pour les marchands et pour les subsistances, et puis on va voir ce que vaut la liberté pour les malheureux. Voilà. Alors, au 14 juillet et au 5 et 6 octobre, alors, le peuple avait le droit, alors je continue la citation de Marat, le peuple avait le droit non seulement d'exécuter quelques-uns des conspirateurs, mais celui de les immoler tous. Alors, le 14 juillet, on sait ce que c'est, les 5 et 6 octobre, c'est la marche sur Versailles pour aller chercher le roi, en l'occurrence le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Donc, lui, ce que dit Marat, il dit, à ces dates-là, le peuple avait le droit non seulement d'exécuter quelques-uns des conspirateurs, mais celui de les immoler tous, de passer au fil de l'épée le corps entier des satellites royaux conjurés pour nous perdre et la tourbe innombrable des traîtres à la patrie, quel que fût leur état et leur degré. C'est un appel au meurtre collectif, ça. C'est complètement monstrueux. N'allez jamais à l'Assemblée sans avoir à vos poches pleines de cailloux destinés à lapider les scélérats qui ont l'impudence de prêcher les maximes monarchiques. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? C'est Marat, ça. Quel moyen nous reste-t-il aujourd'hui pour mettre fin aux maux qui nous accablent? Je le répète, il n'en est aucun autre que les exécutions populaires. Alors, une exécution populaire, c'est une exécution sans jugement. C'est la barbarie. C'est pas de procès et on décide de manière arbitraire d'exécuter un tel ou un tel.
Alors, non seulement de manière arbitraire, mais de manière hystérique, de manière l'entraînement d'une foule, c'est le contraire de la raison. Quand vous avez autour de vous des gens qui font tous une chose, vous ne pouvez pas tout seul dire non, 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 moi je ne veux pas. La foule, c'est quelque chose qui vous emporte, même si vous n'êtes pas, d'accord profondément, vous vous laissez emporter. C'est très très émotionnel, hein, les mouvements de foule. Alors, il dit: quel moyen nous reste-t-il aujourd'hui pour mettre fin aux maux qui nous accablent? Je le répète, il n'en est aucune autre que les exécutions populaires. Voici enfin le trône là-bas, mais tremblez de vous laisser aller à la voix d'une fausse pitié. Point de quartier. Il fallait faire tomber, autre moment de la citation, il fallait faire tomber 500 têtes après la prise de la Bastille, alors tout aurait été bien. Mais par imprévoyance et timidité, on a laissé le mal s'étendre, et plus il s'étend, plus l'amputation doit être large. C'est-à-dire que plus on attend, plus il faudra tuer de gens. En septembre 1792, fin de citation, en septembre 1792, dans le Conseil de la Commune, il estime à 40 000 le nombre de têtes qu'il faudrait abattre. 40 000. 6 semaines plus tard, en octobre 92, il demande 270 000 têtes par humanité pour assurer la tranquillité publique. Pour que le peuple soit heureux, il faut tuer 270 000 personnes. Donc Chalier, nous revenons à Chalier à Lyon, membre de la municipalité, c'est une émule de Marat qui vient appliquer à Lyon ce programme. Voilà les références de... Tout ça fait penser au massacre des Vendéens? Absolument, c'est ce qui se prépare, hein. C'est ce qui se prépare, c'est clair et net. Alors Vité, le maire, préside à la destruction de la magnifique statue équestre de Louis XIV en marbre de Carrare. Un Lyonnais propose de la racheter pour la sauver. Non, elle est brisée le 28 août. La destruction des statues est suivie par le massacre de prisonniers à Roanne. Quel peut être l'intérêt de briser des statues? Je veux dire, c'est incroyable quand on pense au temps. Admettons qu'on ne veuille plus qu'une statue encombre un lieu public, parce que dans ce cas-là, on l'a remise ou on la laisse. Non. Détruire. Ça fait penser à la cancel culture actuellement. Oui, c'est exactement ça. Mais non, les parallèles qu'on peut faire avec la situation actuelle, c'est quand même troublant. Hein. C'est quand même troublant. Alors, les massacres de septembre. C'est à Paris que ça a commencé. Hein. C'est à partir du 2 septembre. Ce sont des gens qui sont financés par la Commune de Paris. Hein. La Commune de Paris, c'est le gouvernement de Paris à partir du 14 juillet. Donc, la Commune de Paris finance des gens, va chercher des chômeurs, leur dit: voulez-vous gagner un peu d'argent, ou même beaucoup, ou même pas mal. Vous allez aller dans les prisons et vous allez aller massacrer les gens. Donc, les massacres de septembre commencent à Paris et ils vont arriver à Lyon. Donc, à Lyon, ils sont préparés en grand par Chalier, qui a dressé une liste nominative de 200 aristocrates à pendre. Voilà. Alors, aristocrate, on devrait savoir qui. Le 9 septembre, des femmes à pic et des enragés des faubourgs entreprennent de nettoyer les prisons. Or, la garde nationale intervient à temps à la prison de Roanne et le massacre n'aura pas lieu. Mais 8 officiers de Royal Pologne arrivés à Lyon depuis quelques jours sont saisis de nuit dans leur lit et menés à Pierre-Encise. Ils seront lapidés dans le trajet, tenus au secret. Leur interrogatoire répété et prolongé n'a mis au jour que leur service et leur innocence. La populace jacobine vient les enlever de prison et en égorge 7 dans la rue, et avec eux 4 prêtres. Toute la nuit, ils paradent dans la ville avec les têtes de mort au bout de leur pique. C'est pas beau la révolution qui avance là? La révolution en marche. Ils les portent place des terreaux dans les cafés et ils les posent sur les tables et par dérision leur offrent de la bière. C'est-à-dire que vous êtes attablé au café, place des terreaux, vous êtes en train de boire une bière et vous avez des Pékins qui viennent vous mettre la tête d'un gars qui n'ont rien fait. La tête d'un gars qui viennent de couper, ils la mettent sur votre table et ils disent: donne-lui à boire, donne-lui de la bière. Oui, en fait, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, mais c'est public, c'est en pleine rue, c'est en pleine place. Puis ils allument des torches, ils entrent au théâtre des Célestins et défilent sur la scène avec leurs trophées. Vous êtes au théâtre et brusquement, la scène est interrompue par des gens qui viennent et qui défilent avec des torches et avec des têtes au bout des piques. C'est ça la terreur. C'est ça. Ça, c'est le massacre de septembre. Vité a été élu à la Convention. Il a laissé sa place à Nivière-Scholl. Donc, il quitte la mairie et un certain Nivière-Scholl va devenir maire de Lyon. La persécution religieuse s'intensifie. Les prêtres qui refusent la constitution civile du clergé se cachent. Un prêtre ne peut pas, en son âme et conscience, s'il est véritablement sincère, signer que, normalement, il a été nommé par
et il est financé également par l'Église. Là, il va être payé par l'impôt et il va être élu par la population. Élu par la population. Alors, vous êtes prête, vous allez être élu par le quartier. Le quartier va dire, bon, ouais, mais qui est-ce qui va… Des protestants vont voter aussi, puis des juifs aussi vont voter. Alors, moi, j'ai rien contre les protestants et les juifs votent pour élire des protestants ou des juifs, mais pour élire des curés catholiques, c'est quoi cette histoire? C'est la destruction de l'Église. C'est insoutenable, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Alors, la municipalité propose des passeports à ceux d'entre eux qui veulent quitter la ville. Ah bon, vous voulez quitter la ville? Bon, ben d'accord, vous ne voulez pas. Mais dès qu'on aura donné des sauf-conduits, on les rattrape sur les routes pour les exterminer. C'est-à-dire que des prêtres qui ne veulent pas signer la constitution civile du clergé, à qui on a dit on va vous donner des sauf-conduits, on leur donne des sauf-conduits avec une marque pour les faire reconnaître et on les massacre au coin d'un bois. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Nous sommes en 1793. Chalier échoue à se faire élire à la municipalité, mais il se fait nommer président du tribunal civil. Entre copains, on arrive toujours à trouver des places. Ça continue, ça. Hein, vous n'avez pas été élu, vous inquiétez pas, on va trouver une place dans une commission, dans un comité, enfin bref. Donc, il annonce la couleur sur les murs de la ville. Le temps de nettoyer la France est venu, que ce soit par le fer ou le feu. Le peuple souffre, tant mieux. Il faut mettre ces calamités à profit. Mourez ou faites mourir, il faut épurer la République. Ah, c'est au moins clair. C'est au moins clair. La Convention, alors la Convention, c'est l'Assemblée constituante née du renversement du 10 août. La Convention se tient à Paris depuis septembre 1792, et là nous sommes en 93. La Convention envoie à Paris une guillotine. Chalier décide de l'installer d'abord sur la place Bellecour pour qu'elle effraie la noblesse ou les aristocrates, enfin bref, pour qu'elle effraie la population, puis place des terreaux pour effrayer les marchands, et enfin sur un pont, le pont Morand, pour que les têtes tombent directement dans le Rhône. Et c'est là qu'elle va officier, la guillotine. Le 13 janvier 1793, Chalier et ses partisans. Alors, le roi est mort le 21. Là, nous sommes le 13. Le roi va mourir le 21, nous sommes le 13. Chalier et ses partisans tentent de faire signer de force une pétition en faveur de la mort du roi sans l'appel au peuple. Le roi, quand on lui a dit qu'il était condamné, a demandé qu'on fasse l'appel au peuple. Il est évident que si on avait demandé au peuple, est-ce que vous voulez qu'on exécute le roi? Majoritairement, le peuple aurait dit non. Donc, on n'a pas demandé au peuple, c'est une évidence. Donc, le roi demande l'appel au peuple et Chalier essaie de faire signer de force une pétition pour dire non à l'appel au peuple. Non, nous ne voulons pas. Donc, le public résiste, refuse de signer ou inscrit des faux noms. En désespoir, Chalier et ses sbires font signer des femmes et des enfants. Lyon ne veut pas de la mort du roi, mais Chalier veut que Lyon veuille la mort du roi. Les Lyonnais résistent et réagissent par la force, ils renversent les tables et cassent la figure des agents qui font signer des faibles. La population lyonnaise commence à réagir, commence à se réveiller en disant « ça suffit maintenant vos violences là ». La pétition est envoyée à la Convention qui n'en tiendra pas compte, car une lettre en suivra l'envoi. Citoyen président, une foule de gens mal intentionnés se sont rassemblés dimanche 13 courant dans la salle de l'hôtel commun de notre ville. Là, après avoir débité les propos les plus obscènes et répandu la terreur dans les esprits, ils ont arrêté de faire une adresse à la Convention exprimant le vœu de tous les citoyens de Lyon. Elle a d'abord été signée par 200 clubistes environ, clubistes, qui se disent le peuple, les clubistes se disent le peuple, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, mais comme ils ont pensé que cette adresse n'aurait aucun fond si elle n'était appuyée par un grand nombre de signatures, ils ont répandu dans le peuple que tous ceux qui ne signeraient pas cette adresse seraient notés sur une liste noire ou de proscription. De là, ils sont allés placer des banques, c'est-à-dire des bancs, enfin des tables, hein, dans toutes les places publiques, prenant par le bras tous ceux qui se présentaient pour les forcer à signer. Cette démarche n'ayant pas été fructueuse, ils ont fait signer des enfants de 6 à 7 ans, des femmes et des gens de campagne illettrés leur criant « Il faut que le roi meure, nous ne voulons pas qu'il soit jugé par le peuple ». Comme ces clameurs ont causé beaucoup de désordre dans la ville, je viens auprès de vous, comme citoyen de Lyon, vous prier de vouloir instruire la Convention de la démarche qui a été employée pour gagner les esprits faibles et vous jurer que cette adresse est le fruit de 200 personnes, pas plus. La très grande majorité des citoyens de Lyon désirant jouir de leur droit de souveraineté pour juger, Louis. Je ne fais pas de doute que cette adresse ne soit rejetée et je crois devoir vous prévenir que tous les citoyens ont l'œil ouvert sur ceux qui causent tant de désordre et qu'ils ne les souffriront pas impunément. Recevez le baiser fraternel de votre concitoyen, signé David Lyon, ce 16 janvier 1793, l'an second de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Lyon, vous avez des gens qui, a priori, ne sont pas contre la Révolution, mais qui ne veulent pas se faire dicter ce qu'ils doivent faire par des assassins et des excités.
comme ça, c'est clair et net. Ça veut dire qu'à Lyon, la population commence à réagir, à s'organiser, mais pas dans un sens contre-révolutionnaire, dans un sens écoutez-nous. Hein. Finalement, ça ressemble à un putsch organisé par 200 personnes qui veulent prendre le pouvoir, dégager le roi et prendre le pouvoir pour instaurer de force cette république. Exactement. D'ailleurs, le putsch à Paris, on a le chiffre. Hein. Bon, mais c'est pas le sujet d'en parler aujourd'hui, mais je peux dire Ça quand ressemble même. aussi à une grande manipulation des foules, finalement. Mais bien sûr, les illettrés, tout ça. Et aussi à une méthode qu'on connaît bien récemment, sidérer les populations, c'est créer ce qu'on appelle la stratégie du choc. La stratégie du choc, exactement. Ben c'est là que ça se développe dans toute sa splendeur, hein, dans toute son horreur, la stratégie du choc. Vraiment, absolument. Et vos sources, vous pourriez rappeler vos sources de toutes ces. Je les rappellerai à la fin voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à Paris, les députés de la convention, pas de la convention, à la commune, à Paris, la commune de Paris, en 1792, a été, alors celle qui était venue, qui s'était installée à l'hôtel de ville au 14 juillet 89, a été remplacée par une nouvelle commune insurrectionnelle qui va véritablement faire la loi sur tout le pays, quoi. Ils ont été nommés par 400 personnes. À Lyon, c'est 200, à Paris, c'était 400. 400. Et Paris avait une population de 900 000 habitants à l'époque. Donc, ce n'est pas du tout représentatif. Absolument, c'est jamais représentatif. Donc, ce n'est pas légitime. Voilà, exactement. Voilà. Donc, la mort du roi plonge les Lyonnais dans la consternation, parce qu'ils ont vraiment cru, comme beaucoup de gens, hein, que ça n'allait pas se passer comme ça. Et les clubistes exultent et redoublent de violence verbale. Alors voilà ce que dit Chalier. Le grand jour des vengeances est arrivé. 500 têtes sont parmi nous qui méritent le même sort que celle du tyran. Je vous en donnerai la liste. Il ne vous restera qu'à frapper. Vous vous rendez compte ? Alors, il déploie un tableau de Jésus-Christ en croix et dit « Ce n'est pas assez que le tyran des corps ait péri, il faut détruire aussi le tyran des âmes. » Et il déchire le tableau, en jette les morceaux à ses pieds et les trépigne dessus avec rage. La France est encore un pays catholique. Ce type provoque la population en déchirant un tableau représentant Jésus-Christ en croix. Puis il conduit ses affidés les plus féroces sur la place des terreaux et leur fait prononcer le serment, je cite, « d'exterminer tout ce qui existe sous le nom d'aristocrates, de feuillantins, de modérés, d'égoïstes, d'agioteurs, d'accapareurs, d'usuriers, ainsi que la caste sacerdotale fanatique. » C'est quoi la caste sacerdotale fanatique ? C'est les prêtres, c'est l'Église et les religieuses et les bonnes sœurs. Et il répète à l'envi, « La ville a besoin d'une forte purgation, purgeons la République, il est temps de porter de grands coups. » Ouf ! Le 4 février, nous sommes toujours en 93, il proclame en l'honneur de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Alors j'ai écrit un petit bouquin sur Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Il est mort quelques heures avant le roi, mais on ne va pas parler de lui maintenant. Il écrit « Ô mes braves sans-culottes, jurons et ne jurons pas en vain d'exterminer tous les tyrans et leurs suppôts, jurons de purger la terre de la liberté, c'est la liberté dont il s'agit, de tous ceux qui n'ont encore donné aucune marque de civisme. Vous n'avez pas marqué de civisme, il faut vous exterminer. » C'est le seul encens qui doit être brûlé sur la cendre de Michel Le Pelletier. Dans la nuit du 4 au 5 février 93, les barrières de la ville sont fermées. La générale se fait entendre. La générale, c'est c'est les tambours. 300 commissaires entourés de peuple en armes se font ouvrir les portes des maisons de suspects. Ah, maintenant on va s'attaquer aux suspects. Lui là-bas, il est suspect. Comment vous le savez ? Je le suspecte donc il est suspect. Écoutez bien, des milliers de gens arrachés à leur lit à demi vêtus sont traînés à l'hôtel de ville où ils comparaissent aussitôt devant une commission d'épuration avant d'être jetés dans les cachots promis aux glaives des sans-culottes. C'est-à-dire que vous arrivez en pyjama, enfin pyjama ça n'existait pas, on était en robe de nuit, vous arrivez en robe de nuit en prison et vous allez rester en robe de nuit le temps qu'il faudra. C'est la grande chasse aux royalistes de Lyon qui avaient osé crier dans les rues en apprenant l'exécution de Louis XVI, vive le roi. Ah non mais attendez, on ne va pas dire des choses comme ça. Ils ont crié vive le roi, à mort. Ça mérite la mort, on est bien d'accord. Chalier tente un coup de force contre l'hôtel de ville qu'il juge trop modéré, mais il échoue. Nivière, épuisé, dégoûté, démissionne le 9 février. Il est réélu le 18 avec 80% des voix. Personne ne veut s'y coller à la mairie de Lyon. Donc on donne 80% à celui qui n'en veut pas. C'est tant pis pour lui, il y reste. Manifestation de joie dans la ville, vive Nivière et abat Chalier. Tout sauf Chalier. Fin février de la même année, incident fâcheux contre Chalier. Un jeune homme crie dans les rues, abat Chalier. Il entraîne des contre-révolutionnaires avec lui, il force les portes du club central et effraie les Chaliers qui s'enfuient. Alors ceux qu'on appelle les Chaliers, c'est les partisans de Chalier. On dira,
on dira désormais les Chaliers pour les exciter de sa bande. Les royalistes mettent le feu aux archives des Jacobins. Les clubistes jacobins partisans de Chalier et girondins partisans de Nivière en viennent aux mains. C'est le premier acte de résistance des Lyonnais à la tyrannie des Chaliers. Voilà. C'est-à-dire que les Lyonnais commencent à s'organiser, donc les partisans de Nivière, c'est ce qu'on appelle les Girondins. Les Girondins, on les appellera aussi les fédéralistes. Alors vous avez en gros, à la Convention, il y a les montagnards, c'est la gauche, et les Girondins, alors c'est pas vraiment la droite, ils sont tous dirigés par des francs-maçons, hein. Faut pas croire qu'il y a une grande différence, mais disons que les Girondins, ils sont plus partisans que chaque région, c'est pour ça qu'on les appelle les fédéralistes, s'organisent et n'attendent pas les ordres de Paris, alors que les montagnards, tout doit partir de la tête, et c'est comme ça que l'horreur va se développer. Donc, clubistes partisans jacobins, les Chaliers et les Girondins en viennent aux mains. Voilà. Donc pour l'instant, c'est entre révolutionnaires et révolutionnaires, hein. Les royalistes ne sont pas apparus. Donc Chalier appelle la Convention au secours. Hein, il écrit à Paris en disant au secours, Lyon se rebelle. À Lyon, la contre-révolution menace. Et il faut voler au secours des patriotes opprimés. Voilà, donc la Convention va recevoir de cet excité, de ce malade mental, un appel au secours. Venez nous aider, la contre-révolution risque de prendre le pouvoir à Lyon. La Convention envoie Legendre et Bazire comme commissaires chargés de soutenir les clubistes pour réduire les contre-révolutionnaires. À la Convention, on ne fait pas de détails, hein. Les clubistes demandent appel au secours, et bien on envoie qui il faut. Ils pourraient requérir l'armée des Alpes de Kellermann le cas échéant. Et vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Or, qu'est-ce que c'est que ce Bazire qui vient d'être envoyé de Paris à Lyon? C'est un type qu'on chansonnait dès 91 en disant « Connaissez-vous rien de plus sot que Merlin, Bazire et Chabot? Non, je ne connais rien de pire que Merlin, Chabot et Bazire, et personne de plus coquin que Chabot, Bazire et Merlin. » Et Merlin, voilà. C'est-à-dire que ce sont des conventionnels qui sont absolument infréquentables. J'allais dire sans foi ni loi. Sans foi ni loi, de tous les coups tordus, enfin bon, bref. Donc Legendre, gredins, comme on dit, qui est envoyé. Alors Legendre, vous avez dit comment, pardon? Des gredins. Oui, plus grave que ça. Donc le fameux Legendre, il avait demandé à dépecer le corps vivant du monarque en 84 morceaux, pour les distribuer aux 84 départements. C'est pas un type fréquentable, ça? Ah, non, on ne va pas guillotiner le roi, on va le dépecer vivant, on va le couper vivant en 84 morceaux pour envoyer au département. C'est complètement fou. Et il avait récompense, ce sont des criminels, parce que même si on n'est pas d'accord avec le roi, il y a d'autres méthodes pour combattre un ennemi, c'est-à-dire par les idées. Cinglés en plus, ce sont des cinglés. Ce sont des criminels, mais cinglés. Je veux dire, on peut être criminel sans être sadique à ce point, quoi. Et il avait demandé à pouvoir lui-même présenter à la Convention le cœur palpitant du roi qu'il aurait arraché lui-même. Ça s'appelle un grand patriote, ça. Dans les termes de l'époque, ça s'appelle un grand patriote. Donc, c'est lui qui va arriver à Lyon, envoyé par la Convention pour rétablir l'ordre. Donc, arrivé à Lyon, les commissaires donnent à Chalier le privilège d'entrer chez eux à n'importe quel moment, de jour ou de nuit. Tous les droits. Ils se sont octroyés tous les droits, finalement. Donc, ils sont venus pour soutenir Chalier. C'est tout. Ils sont là pour soutenir Chalier. Nivière a refusé l'honneur qui lui a été fait. Il faut un nouveau maire. Alors, les Chaliers choisissent un personnage falot qui s'appelle Bertrand. Les républicains modérés choisissent le médecin Gilibert. Chalier le fait arrêter et tente de le convaincre de se retirer, mais en vain. Gilibert est élu. Sous la pression, il démissionne. Ses partisans signent à 800 une pétition. Elle servira de liste de proscription. Dans cette époque-là, partout où vous mettez votre signature pour signer une pétition, sachez que c'est un arrêt de mort à plus ou moins long terme. Le résultat des élections, Bertrand recueille 6 481 voix sur 9 988 votants, alors que Lyon a 150 000 habitants. Ce sont donc les sections qui votent et uniquement, c'est-à-dire 6% de la population. Et même en comptant uniquement les sections, il y a une forte abstention. La victoire est donnée aux braillards des sections vérolées par la franc-maçonnerie. C'est comme ça que se passent les élections à Lyon. C'est comme ça que se passent les élections pendant toute la Révolution. Ce sont les clubs qui dirigent. Et les gens normaux, soit ne vont pas voter, soit quand ils votent, ils sont tellement terrorisés par le... Quand ils votent, c'est la plupart du temps à main levée. Il y avait à la même époque, était en cours de rédaction la fameuse Constitution de 1793. Elle a été soi-disant ratifiée par le peuple. Le peuple a été convoqué
à main levée, dans une ambiance absolument de terreur, de ratifier le truc. Il est bien évident que ceux qui se sont déplacés, ils ont voté pour à 90%, mais il y en a pas 10% qui se sont déplacés pour voter, parce que les gens étaient terrorisés. Donc, dès que vous placez votre signature sur une pétition, quelle qu'elle soit, sachez que vous allez être sur une liste de proscription. Donc, les sociétés sont aux yeux des tenants du nouveau pouvoir, le peuple même. Qu'est-ce que c'est que le peuple sous la Révolution? C'est les clubs, c'est tout. Le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires. Les sections sont le peuple, même s'il n'y a que 15 personnes. Le peuple a parlé. La section dit merde, le peuple a dit merde. Donc le mot peuple a été galvaudé très largement. Complètement, mais à la Révolution, ça n'est que ça. Bertrand est désigné vainqueur, la tyrannie Chalier va commencer, elle va durer 80 jours. Ça va être l'horreur. Donc, Bertrand est élu, il a 6481 voix sur les 150 000 habitants de Lyon. Donc, les commissaires envoyés de Paris, alors le fameux Legendre et Bazire, réorganisent un club central composé de 50 membres désignés par Achard, administrateur du département, et Gaillard, juge du district, et qui reçoit immédiatement des instructions de Paris. Donc, la Convention envoie ses ordres. Les ordres sont répercutés à partir d'un club central composé de 50 membres désignés par les mêmes. Que Lyon prenne les armes sur le coup sans attendre que Paris le lui dise. L'armée révolutionnaire qu'on va former se portera sur les départements qui n'iront pas leur droit chemin. Avant de nous inviter à nous lever et à prendre les armes comme les bons représentants nous l'ont ordonné, je vous dirai qu'on nous a invités à être en permanence dans toute la France jusqu'à ce que nous ayons exterminé nos ennemis du dedans. Alors, être en permanence dans toute la France, ça consiste pour les sections à siéger 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on est susceptible de prendre des décisions importantes et essentielles entre 3 et 4 heures du matin pendant que personne ne regarde. Voilà. Ah, ça fait penser à des votes à l'Assemblée nationale. Exactement ça. C'est comme ça. Ces 8 dernières années. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, les 400 qui ont renversé la Commune de Paris, ils ont voté entre 3 et 4 heures du matin. C'est comme ça. Oui, la démocratie réelle. Ah ben voilà, c'est certainement pas là-dedans. Alors, siéger en permanence, c'est prendre des décisions quand les gens dorment. Ça sera toute la tactique des sections. Alors, on ne lira que Marat pour ce qu'on doit faire. Alors, je continue les déclarations de la fameuse du club central. On ne lira que Marat pour ce qu'on doit faire. Il faut que la municipalité nous donne l'ordre secret de nous insurger. Alors, vous désarmerez tous les gens suspects, désarmer les gens suspects, et vous en arrêterez pendant 24 heures. Ensuite, vous formerez dans chaque section un comité révolutionnaire pour juger promptement les coupables et faire servir votre guillotine qui se rouille faute d'agir. Voilà ce qu'on prépare à Lyon. Puis on va chercher dans les clubs qui sera juge au tribunal révolutionnaire. Chalier placarde sur les murs de la ville. Aristocrates, feuillantins, rolandins, modérés, égoïstes, égarés, tremblez, tremblez. À la première atteinte portée à la liberté, alors la liberté, hein, c'est beau la liberté, les ondes ensanglantées du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres aux mers épouvantées. Tremblez, le peuple est debout, le 10 août peut encore renaître. Fin de citation. Il donne l'ordre de désarmer tous les citoyens soupçonnés d'incivisme et d'arrêter tous les ci-devant nobles prêtres et religieux, même n'importe quel suspect, laissant à la probité des Jacobins le soin d'en décider. Avant de quitter Lyon, les commissaires acceptent de créer un comité de salut public qui aura tous les pouvoirs. On s'attelle à détruire tout ce qui peut l'être. On brise les magnifiques bassins en marbre de la place Bellecour, qui servira ainsi mieux aux manœuvres des troupes. Une liste de suspects s'allonge, un massacre se prépare. Les Chaliers battent la campagne pour mobiliser leurs partisans. Il ne faut rien vous dissimuler, vous n'avez qu'un parti à prendre, celui des armes. Si vous refusez de combattre aujourd'hui, demain la famine vous poursuit, vous, vos femmes et vos enfants. Avez-vous oublié que vos ennemis ont juré dans leur fureur d'égorger jusqu'aux enfants à la mamelle? Alors qui a juré ça? C'est dans leur tête. Hein. En fait, le massacre n'aura pas lieu, car la mobilisation des assassins à l'occasion d'un banquet tourne au bal populaire. On n'arrive pas à mobiliser assez de meurtriers, on conclut au manque d'argent, il faut en trouver. On va chercher des massacreurs, ils étaient en train de danser et boire de la bière, ils ont dit allez vous faire boire, et le massacre n'a pas eu lieu à cause de ça, c'est pas beau. Ça c'est des détails qu'on ne peut connaître que de quelqu'un qui l'a vécu, hein. Le fameux prêtre qui raconte ces histoires-là, il y était. La municipalité décide alors de prendre chez les Lyonnais les fonds nécessaires à leur assassinat. Les présidents des comités de surveillance qu'on avait nommés dans chaque section sont invités à désigner dans les 24 heures les riches pour les taxer.
Et alors, riche, c'est eux qui décident qui est riche. Mmh. Puis ils créent une armée révolutionnaire où ils enrôlent de force par réquisition pour en envoyer au moins une partie en Vendée insurgée. La Vendée s'est levée, on va aller chercher dans les familles des gens pour les envoyer massacrer les Vendéens. Il faut trouver 6 millions, on va les trouver par un impôt forcé. Contribution forcée, district de Lyon, comité de salut public. Citoyens, nous vous prévenons qu'en vertu de l'arrêté des 3 corps administratifs en date des 13 et 14 du mois de mai, sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes, qui enjoint à tous les citoyens aisés de cette ville de contribuer forcément à compléter la somme de 6 millions pour subvenir à l'entretien d'une armée révolutionnaire levée pour repousser les ennemis de la République, vous avez été compris pour le dit complément à la somme de 60 000 livres qu'il vous plaira de verser entre les mains du secrétaire du comité de salut public sous un délai de 24 heures, d'après la date ci-dessous, sous peine d'être noté comme suspect. À Lyon, le 27 mai 1793, en 2e de la République française. Signé Macabéo Cadet, Richard et Trichard. Alors, quelques exemples de taxes envoyées. Perrochia a une fortune assez brillante pour offrir sans se gêner 80 000. Monnier, comme ci-dessus, mais il a gagné davantage depuis la Révolution, il peut donner 100 000. Schlameyer, garçon et riche, assez pour offrir 100 000. Jean-Marie Degré, comme son patriotisme n'est pas violent, il donnera 50 000. Couder, père et fils, non point agiotés ayant perdu. Par cette même raison, attendu qu'ils sont bons patriotes, 50 000. Gérard est riche, dépense peu et doit sans se fâcher offrir 50 000. Girard père, comme il n'est pas chaudement l'ami de l'égalité et qu'il est riche, nous estimons qu'il peut donner 30 000, etc., etc. Servez-vous. Servez-vous. Une des plus pauvres sections de la ville fut taxée à 1 130 000. Les violences indicibles sont perpétrées pour percevoir cette somme extravagante exigée, sabre à la main. On rentre chez les gens, vieillards, femmes seules ou jeunes filles sont sommés de laisser visiter leur domicile par ces soudards. Une jeune fille se suicide, une femme meurt de frayeur et une autre devient folle. Un nommé saute-mouche emportera leurs bijoux et l'argenterie de la maison. On menace de la guillotine immédiate celui qui ne refuse de vider sa caisse. La même famille pouvait également envoyer son fils en Vendée. On pique tout ce que vous avez et on vous prend vos enfants pour les envoyer en Vendée. Ça fait penser à des agissements de pirates, finalement. Exactement. Au nom de la patrie en danger, vous êtes requis d'entrer dans la force armée et révolutionnaire qui forme le district de Lyon. C'est le comité de salut public qui dit ça. Votre concours étant jugé nécessaire pour le salut de la République, sous les peines portées par l'arrêté des corps administratifs du 14 mars dernier, sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes, au premier avertissement, vous voudrez bien vous rendre à l'endroit qui vous sera indiqué. C'est atroce. Chalier établit en plus une liste de 74 ennemis de l'intérieur, aristocrates, contre-révolutionnaires incurables, etc. Il publie la liste et annonce qu'ils serviront d'otages le moment venu. Ah, eh bien, Lyon va se soulever. Le 29 mai 1793, une assemblée des sections réunie à l'Arsenal décide de renverser la municipalité, défendue uniquement par les bataillons de 5 sections et d'une partie des troupes de ligne. On se bat toute la journée et toute la nuit. La place des terreaux est couverte de morts. Le 29 mai, Lyon se dit encore républicaine, mais elle est enfin libre. La défiance envers la Convention est croissante. On commence à arborer des fleurs de lys. Les royalistes commencent à se joindre aux vainqueurs. Et ça n'était pas le cas jusqu'à présent. On crée une milice départementale, c'est l'émergence d'un patriotisme lyonnais, à la tête desquels les royalistes ont rejoint les Girondins modérés. Maintenant, on ne défend plus la Révolution, on ne défend plus la France, on ne défend plus la République, on défend Lyon. Aux armes, citoyens, l'anarchie dans Paris fait périr nos frères, le despotisme est devenu la loi des conventionnels, l'esclavage nous menace tous. Les liberticides sont à vos portes. Lyonnais, réunissons-nous à nos frères de Bordeaux, de Rennes, du Calvados, de l'Eure, du Jura, de l'Isère, pour renvoyer les idoles de la tyrannie qui s'installent sur les ruines du trône. Que Lyon, après sa victoire du 29 mai, sache mériter une deuxième fois de la patrie en danger et contribue par son exemple à garantir les libertés des citoyens. Voilà. Donc les Chaliers sont arrêtés et Chalier sera jugé le 15 juin 1793. Lyon s'est reprise en main en faisant l'alliance entre les Girondins, c'est-à-dire les révolutionnaires, et les royalistes. La lecture de la sentence de Chalier est étouffée par un tonnerre d'acclamations. Écoutez bien, Chalier se ressaisit et il dit « Tremblez, juges et jurés, vous venez de condamner un homme vertueux, bienfaisant et fier républicain. » On a tous compris.
Mais je serai vengé dans 8 jours, ou dans 2 mois, ou dans 4 au plus. Tremblez tous tant que vous êtes dans cette salle. Votre sang, celui de milliers d'habitants de cette ville qui sera bientôt maudite, ne suffira pas à effacer le souvenir du sang que vous allez répandre demain. Hélas, il sera exécuté le 16 juillet 93 sur la place des terreaux en présence d'une foule immense. La guillotine tombera 3 fois avant de le couper, et mal. Mais hélas, ce qu'il a maudit, ce qu'il a dit en maudissant Lyon, va être avéré, va se trouver vérifié. Le même jour, le 29 mai 93 à Paris, la Convention avait décrété la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Écoutez bien. Le même jour, à Paris, la Convention approuve que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 3 jours plus tard, le 2 juin 93, les montagnards renversaient les Girondins. Les nouveaux maîtres de la Convention, montagnards, veulent la République une et indivisible. Lyon a trahi, comme la Vendée. Il va falloir sévir. Marat et Robespierre font décréter la destitution de tous les administrateurs et fonctionnaires de Lyon, traîtres à la patrie et rebelles. Le 24 juin 93, la nouvelle Constitution reprend. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le 12 juillet, la Convention déclare Lyon en rébellion contre la République et le 16 juillet, juste après l'exécution de Chalier, un royaliste est nommé à la tête de l'armée lyonnaise. C'est l'union des Lyonnais pour défendre leur ville. On va voir ce que ça va donner. Kellermann, il est envoyé assiéger Lyon le 7 août. Avec général, c'était un général. Hein. Le général Kellermann, le fameux qui a gagné la bataille de Valmy qui n'a pas eu lieu. Enfin, ça, d'ailleurs, on en parlera un autre jour. Bien sûr. Donc, c'est le fameux Kellermann, avec Dumouriez. Enfin, voilà. Donc là, c'est lui qui est envoyé assiéger Lyon le 7 août, avec 15 bataillons de 400 hommes, 5 escadrons de cavalerie et 100 canonniers. Soit en tout 20 000 hommes, et il en attend 10 000 autres pour encercler Lyon. Pour venger Chalier. Le 8 août, les délégués de la Convention, Dubois, Crancé et Gautier, déclarent la guerre à Lyon et la somme de se rendre. Lyonnais, nous sommes devant vos portes parce qu'un décret de la Convention nous ordonne de rétablir l'ordre républicain dans Lyon. Et nous y sommes avec des troupes fidèles à la République qui ont juré la mort des tyrans. Nous sommes vos libérateurs. Nous venons arracher les patriotes d'entre les mains des aristocrates qui les ont emprisonnés après le 29 mai. N'imitez pas les rebelles de la Vendée. À qui il croit s'adresser là? Le premier coup de canon est tiré contre Lyon le 10 août 93. 44 000 boulets, 5 000 gargousses à mitraille. C'est une arme abominable, la mitraille. C'est un truc qui explose en envoyant des clous, des bouts de fer, des trucs coupants. C'est atroce, la mitraille. 600 000 coups de feu, soit en tout 16 200 impacts par jour pendant 40 jours. Roncin, commandant de l'armée révolutionnaire à Lyon, écrit « Une population de 120 000 âmes, il n'y a pas dans tout cela, non pas même 1500 patriotes, mais 1500 personnes que l'on puisse épargner. » C'est-à-dire qu'on revendique d'éradiquer 90% de la population lyonnaise. Le 15 août, Dubois-Crancé rapporte « Lyon a été criblé cette nuit de bombes et de boulets. Partout, des incendies ont éclairé le ciel en plusieurs quartiers de la cité. Ceux qui souffrirent le plus des quartiers de la rue Saint-Dominique, du grand hôpital des terreaux, ce fut un feu d'enfer. 2000 personnes périrent cette nuit-là. Le 22 août, c'est encore pire. L'Hôtel-Dieu sur lequel flottait le drapeau noir des Lyonnais, comme sur les 50 clochers de la ville, le plus beau monument de ce genre en Europe, fut incendié 43 fois. Cet hôpital dans lequel gisaient 1500 malades et blessés, hurlant de douleur et d'épouvante tandis qu'on les emportait dans la poussière des décombres et la fumée des incendies, reçut durant 40 jours plus de 600 bombes. Ceux qui purent être sauvés furent évacués dans les couvents désaffectés. Couthon écrit à Paris « Les muscadins de Lyon sont au bout de leur peloton. Hier, un boulet est tombé sur la voûte d'une cave où plus de 500 de ces gredins étaient enfermés. Sautez, muscadins! Ils sont partis vers l'autre monde pour y donner des nouvelles de la contre-révolution. L'hôpital ayant servi de retraite aux rebelles lyonnais, nos grenadiers y ont mis le feu et ils continueront à le faire. Le magasin à poudre vient de sauter. Grand Dieu, le joli feu d'artifice. Je n'ai jamais vu de feu d'artifice plus divertissant. » Il est bien Couthon, hein, c'est un copain de Robespierre, Couthon. Le 24 août, le bombardement dure de 16h à 8h du matin.
Furieux que les Lyonnais ne se rendent pas, Dubois-Crancé ordonne de laisser les morts sur place pour qu'ils empestent et provoquent une épidémie. Interdit d'enlever les cadavres. On ne fait aucun prisonnier, on fusille sur place. Dans la nuit du 7 au 8 septembre et celle qui suit, 500 bombes et 1000 boulets rouges tombent sur la ville. C'est quoi un boulet rouge? C'est un boulet incandescent. On envoie des énormes boulets qui détruisent par leur poids et par le feu. C'est une horreur. 1000 boulets rouges dans une seule nuit. Du 9 au 21 septembre, le bombardement ne cesse pratiquement pas. Fin septembre, les Lyonnais n'ont plus à manger, ils font cuire des herbes dans de la graisse de parfumerie, c'est la famine. Lyon capitule le 8 octobre. 1600 maisons ont été détruites. Malgré les engagements pris, les délégués venus apporter la reddition seront fusillés ou guillotinés sous divers prétextes. On fait venir une délégation. Est-ce que vous nous garantissez la vie sauve? Oui, entrez. Ils entrent et on les tue. Voilà, c'est ça. La loi du 1er octobre 1793, présentée par Barère, dit « C'est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille, la vénalité honteuse de Toulon et les cris rebelles des Lyonnais, les mouvements de l'Ardèche, les troubles de la Lozère, les conspirations de l'Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la Mayenne, le mauvais esprit d'Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l'ancienne Bretagne. » Mais ils ne sont pas en train de dire que toute la France se soulève contre eux. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Et ils vont exterminer la Vendée parce que la Vendée sert d'exemple à l'Ardèche, la Lozère, l'Eure, le Calvados, la Sarthe, la Mayenne, le Angers et Lyon. C'est ça que ça veut dire et ils le savent. Le 9 octobre, la répression est lancée contre la ville rebelle. Une rafle est organisée de tous les biens saisis au détriment des familles chassées de leur domicile. On pille, on tue, on guillotine, on viole. Officiellement, ils reconnaîtront 1682 exécutions, mais un affidé de Robespierre en avoue 6000. Et en fait, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Enfin, c'est pas moi qui pense, c'est le prêtre qui raconte ces histoires. Saint-Just écrit le 10 octobre 1793 « Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. » Qu'est-ce que ça veut dire passif? C'est bien plus que ça, hein. C'est ne pas être favorable à la République. Exactement. Si vous ne faites pas quelque chose pour la République, vous devez être puni. Car son inertie est une trahison et le range au nombre des ennemis publics. Entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le fer, ceux qui ne peuvent l'être par la justice. Il faut comprimer la majorité monarchique ou neutre. La République ne sera fondée que le jour où les sans-culottes, seuls représentants de la nation, seuls citoyens, régneront par droit de conquête. Voilà, 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 voilà. C'est pas beau? Le fameux droit de conquête. Le droit à l'insurrection, hein? J'avais noté le droit de conquête, c'est quand même une expression très forte. Ah, c'est extraordinaire. Décret de la Convention du 12 octobre, arrivé le 16 à Lyon. Alors ça, c'est la Convention qui parle. Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de Ville-affranchie. Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne avec cette inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. » La guerre à la liberté, on a bien entendu. On lance ensuite la régénération de communes affranchies. Il n'y restera que la maison du pauvre et les bâtiments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. Alors, instruction, bouchez-vous les oreilles si vous croyez que l'instruction publique, c'est de communiquer le savoir aux enfants. Hein. J'ai fait plusieurs conférences sur ce que c'était que la politique d'instruction publique de la Révolution. Il faudra qu'on en reparle un autre jour. Donc, on loge la troupe révolutionnaire chez l'habitant, où on guillotine le mari, on se sert de la femme et des filles, comment vous avez deviné comment. Voilà. Après la chute de la ville, le conventionnel Joseph Fouché, futur ministre de la police sous l'Empire, et Jean-Marie Collot d'Herbois, ancien comédien devenu membre du comité de salut public, sont envoyés en mission à Lyon pour organiser la répression qui se traduit par l'exécution de plusieurs centaines d'habitants. Voilà. Donc maintenant, on va avoir Fouché et Collot d'Herbois aux commandes. Après les massacres de septembre à Paris, il avait dit, alors je parle de Collot d'Herbois, sans le 2 septembre, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de convention nationale. Ça veut dire que Collot d'Herbois est un type qui estime que la République, il n'y aurait pas eu de République s'il n'y avait pas eu les massacres de septembre.
On ne parvient à une audience chez Collot d'Herbois qu'après 3 demandes itératives, une file d'appartements précède son salon de réception, personne ne l'approche qu'à 15 pas de distance, 2 gardes, le fusil armé sont à ses côtés, l'œil tendu sur les solliciteurs. Il prescrit un jour au tribunal révolutionnaire d'arrêter, interroger et juger un adolescent suspect avant la fin de la journée. Vers 6 heures du soir, Collot étant à table et en orgie avec des filles et baladins et des bourreaux mangeant et buvant au bruit d'une musique choisie, entre un juge du tribunal. Après les formalités d'usage, on l'introduit à l'oreille du représentant. Il lui annonce que le jeune homme, arrêté, interrogé, et les plus sévères informations prises sur son compte, il se trouve irréprochable et que le tribunal opine à l'élargir. Collot d'Herbois, sans regarder le juge, élève la voix et dit « Je vous ai ordonné de punir cet homme, je veux qu'il périsse avant la fin du jour. Si on épargnait les innocents, trop de coupables échapperaient. Allez !» La musique et l'allégresse recommencent et l'heure suivante, le jeune homme est fusillé. Voilà ce que c'est que Collot d'Herbois. Le 26 octobre 1993, à 8 heures du matin, Couthon se rend en grand apparat, escorté d'une troupe nombreuse de sans-culottes, devant un bel immeuble de la place Bellecour, dont le faste offense la sévérité des mœurs républicaines, dit-il. Alors Couthon, il se déplace en fauteuil roulant, il est paralytique. Couthon frappe une pierre avec un petit marteau, et c'est le signal de la démolition des plus belles maisons, hop là, lyonnaise. Voilà, les plus belles maisons d'une des plus belles places de l'Europe. Dans les maisons de la place, parce qu'on démolit les maisons, les gens sont encore dedans. Les habitants évacuent éperdument leurs biens alors que les démolisseurs sont déjà à l'œuvre et défoncent les toits. Leurs biens tombent des fenêtres en même temps que les gravats des démolisseurs au cri de « Vive la République !» Les démolitions dureront 6 mois. Elles seront accompagnées de pillages par des bandes de voyous venus de loin. Chacune des 32 sections de la ville fournira chaque jour 30 démolisseurs et la garnison 400. Les comités révolutionnaires de Lyon assureront la fourniture des masses, des leviers, des pinces, des haches, des brouettes et des tombereaux. Des salaires sont fixés. 3 livres pour les hommes vigoureux de 20 à 60 ans, 35 sous par sexagénaire, 20 à 35 sous par enfant de 9 à 16 ans, 30 sous pour les femmes de 20 à 60 ans. Enfin, 4 livres pour les professionnels employés aux démolitions, charpentiers, serruriers, menuisiers et autres. On utilisera 20 000 démolisseurs et on usera du canon pour aller plus vite et abattre les immeubles en enfilade. Fouché et Collot d'Herbois écrivent à la Convention et qui lit leur lettre le 15 novembre 1793. Les démolitions sont trop lentes, il faut des moyens plus rapides à l'impatience républicaine. L'explosion de la mine et l'activité dévorante de la flamme peuvent seules exprimer la toute-puissance du peuple, elle doit avoir les effets du tonnerre. Le 2 décembre, on annonce aux clubistes « Un grand acte de justice nationale se prépare, il sera de nature à épouvanter dans les siècles à venir ceux qui songeraient encore à s'insurger contre la République. Pour assurer à ce spectacle la majesté qui s'impose, les corps armés, les magistrats du peuple et les fonctionnaires sont invités à y envoyer une députation. Ce jour de justice doit être jour de fête. » Signé d'Orfeuille, président du tribunal révolutionnaire. Le 4 décembre, on amène 80 jeunes gens enchaînés les uns aux autres et on les juge en quelques minutes. On les emmène dans la plaine des Brotteaux et on les enchaîne 2 à 2 face à une fosse qui leur servira de sépulture. On leur tire dessus à coups de canon, les membres et les têtes volent de toutes parts au son du tambour. Puis on tire au fusil sur ceux qui vivent encore. Les derniers survivants sont achevés au sabre. La tuerie aura duré 2 heures. Il reste 209 prisonniers dans les geôles de Roanne. On les convoque à l'hôtel de ville pour entendre leurs noms et prénoms, puis c'est la condamnation à mort. On les emmène dans une prairie menant à la Part-Dieu et on les attache à des saules. Et la fusillade commence. Il y a plus de blessés que de morts, on les achèvera à l'arme blanche. La mise à mort fut interminable. Quelques-uns respiraient encore le lendemain, on les achèvera à coups de pelle. Fouché et Collot d'Herbois se vanteront d'avoir assisté de loin à la longue vue au sémillant spectacle. Fouché, en compagnie de 30 jacobins et 20 prostituées, participait à une orgie. De la fenêtre, il n'en manqua pas une miette. Collot d'Herbois, de plus loin, céda d'une longue vue pour profiter du spectacle. D'après l'historien Augustin Cochin, que je recommande à tout le monde, on renonça finalement aux mitraillades parce que les dragons chargés de sabrer les survivants se mutinaient de dégoût et parce qu'on jetait les morts au Rhône faute de bras pour les enterrer et que les riverains en aval se plaignaient de l'infection. Il y avait dès la première semaine 150 cadavres sur les graviers d'Ivour, commune d'Irigny, 15 km plus au sud du centre de Lyon.
La veille, les épouses, les mères et les sœurs en voile de deuil s'étaient rendues à l'hôtel de ville où siégeait le tribunal révolutionnaire et s'étaient jetées aux pieds de Collot d'Herbois et de Fouché. Ils les firent chasser sans ménagement à coups de crosse et une fois dehors, ils les menacèrent du canon. Dorénavant, tout rassemblement de femmes serait interdit à Lyon. 2 femmes ayant manifesté malgré l'interdit ont été condamnées à être attachées 6 heures durant aux 2 montants de la guillotine dégoulinante du sang des exécutions de la journée. Le 5 décembre 1793, Collot d'Herbois écrivait à Duplay, l'hôte de Robespierre. Duplay, c'était je crois qu'il était menuisier, qui hébergeait Robespierre à Paris. Nous avons ranimé l'action d'une justice républicaine prompte et efficace. Elle ne laisse que descendre. Nous avons démoli à coups de canon autant qu'il est possible. Il y a du travail dans cette population lyonnaise de 150 000 individus où les prisons regorgent de complices de précis. La veille de Noël, 100 têtes tombaient dans la caisse de Hasson ou dans les eaux du Rhône, au Pont-Morand. On faisait en sorte que, je cite, le fracas quotidien des fusillades se fit entendre pendant les banquets qu'ils offraient à leurs congénères afin d'augmenter l'ivresse que l'on doit au vin et celle que l'on doit au pouvoir. L'ivresse du pouvoir et l'ivresse de l'atrocité. Il y a, je ne sais pas comment ça s'articule, je ne suis pas psychologue, mais il y a quelque chose qui se déclenche à la vue des atrocités qui représente une jouissance pour ces gens-là, pour les gens qui sont atteints de cette maladie mentale. On se retrouve face à du vol et meurtre légalisés à cette période. Oui, absolument. Le 7 décembre 1993, au lendemain des tueries des Saules, Collot d'Herbois, Fouché et Laporte écrivaient « Pour en terminer une bonne fois avec cette cité maudite, nous proposons de répartir sa population dans les divers départements de la République. Il ne doit plus rester dans Villafranchi qu'environ 15 000 habitants et le citoyen commissaire Roncin a fait afficher hier cette proclamation. Quant aux traîtres, leurs cadavres ensanglantés doivent être jetés dans le Rhône, en encombrer les rives afin d'offrir dans l'épouvante le spectacle de la toute-puissance du peuple français. » Le peuple français au nom de qui on commet ces horreurs, vous vous rendez compte? On comptera en tout 17 000 exécutions, dont des enfants de 4 à 7 ans et un chien, et on entendra un perroquet comme témoin. La chute de Robespierre a mis fin aux fusillades. La vengeance des survivants sera terrible et les violences recommenceront avec sauvagerie. Lyon est passé de 150 000 habitants à moins de 80 000. C'est comparable à l'hécatombe que fut la peste de Marseille en 1720. Encore que la peste de Marseille, il y a relativement peu de gens qui ont réussi à échapper à Marseille, donc la chute de la population à Marseille, globalement, ce sont les morts, alors que la chute de la population à Lyon, ça a été également la fuite éperdue des gens qui ont fui l'horreur. Voilà. L'exode. Voilà, l'exode. Donc Lyon est passé de 150 000 à 80 000 habitants, c'est-à-dire qu'elle a perdu. Donc Lyon, la rebelle, a été matée, sévèrement matée. Voilà, mais dans des conditions absolument. Alors, je vais redire les sources de cette. Oui, les sources, oui, ça m'intéresse. Alors, voilà. Alors, j'ai tiré ça des Annales historiques de la Révolution française. Donc, c'est une revue, tout ce qui est le plus reconnu, quoi. Voilà. Le numéro 305, juillet-septembre 1996, qui cite le récit de Quillon de Mauléon. Alors, Quillon de Mauléon, dont je me suis servi également du récit original. Quillon de Mauléon, c'est disponible en PDF sur la toile. Donc, Quillon de Mauléon a publié ça en 1797, c'est-à-dire vraiment tout de suite après. Voilà. Et Quillon de Mauléon avait écrit « La ville de Lyon a souffert plus que tout autre des suites de la Révolution française ». Voilà. Cette révolution, finalement, il y avait 2 points importants, des piliers que vous avez sans cesse rappelés. C'est d'une part couper la France de ses racines chrétiennes et deuxièmement faire advenir le capitalisme sauvage et instaurer le droit d'usure. Absolument, absolument. Alors, c'est pas que couper de la France de ses racines chrétiennes, c'est de ses racines tout court. Par exemple, les métiers, bon, alors on sait bien que les corporations, elles étaient catholiques, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est que interdire les corporations, ça n'est pas que couper. On pourrait dire les corporations qui étaient chrétiennes, on va les laïciser. Non, on a supprimé les corporations, c'est-à-dire qu'on a interdit aux ouvriers d'être les héritiers du savoir-faire de leur père et des pères de leur père. D'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante à constater. Les métiers, c'est ce qui construisait, notamment. Il y a également les métiers du pain et des métiers de bouche. Mais quand on regarde, par exemple, la beauté des villes, la beauté d'une ville, la beauté intérieure et extérieure d'une ville, ce sont les métiers. Plus on s'éloigne de la Révolution et plus les bâtiments sont laids. Oui, c'est vrai.
Bah oui, en général, on dit souvent on préfère le vieux Nice, par exemple, au Nice. N'importe quelle ville, n'importe quelle ville. Historique, c'est vraiment les plus beaux dans les villes de France. Absolument. Ça veut dire que le savoir-faire, c'est malgré tout, à continuer malgré tout, de se transmettre, mais en s'érodant de plus en plus. Et plus on s'éloigne de la révolution, c'est-à-dire plus on s'éloigne de ce qu'étaient encore les corporations, plus c'est moche. Et alors, je me permets de dire, Marion, quelle peut être la solution? Je renvoie à ma chère Valérie Bugeaud, qui, dans son projet Révolu droit, suggère de rétablir un système qui s'apparente aux corporations. Je vous laisse la découvrir. Ça ne s'appelle pas. Combien, transition toute trouvée, je l'interview demain. C'est absolument, c'est essentiel. On dit je plus sois, j'aime pas cette expression. Oui, je soutiens complètement le projet de Valérie Bugeaud. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne peut envisager autre chose que de reprendre les choses en main, localement, professionnellement et moralement. Bien sûr, vous disiez que les corporations avaient beaucoup d'avantages, c'était une force, c'était extrêmement bien organisé finalement. Avant que la franc-maçonnerie finalement prenne le pouvoir, mais la franc-maçonnerie au départ c'était un joli projet qui a été dévoyé. Non, la franc-maçonnerie, ça a toujours été. Non, il n'y a pas de joli projet. On peut toujours. Non, moi je ne crois pas du tout au joli projet de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, j'ai quelques amis francs-maçons qui sont restés francs-maçons. Voilà. Et qui m'en ont parlé, puis qui sont pas contre ce que je peux faire, ils restent tout à fait des gens honnêtes, qui me disent non, le but de la franc-maçonnerie, c'est pas de faire le bien, c'est de s'affranchir du bien commun. Il y a un élu local dans le coin ici qui m'a dit un jour, Marion, tu sais quoi, il faudrait qu'on se retrouve, il faudrait qu'on invente une morale à nous. J'ai dit, te faire voir, la morale est universelle, j'ai pas besoin de ta morale, ça sent son franc-maçon, c'est bien, on va créer des règles qui échapperont aux règles communes. C'est-à-dire que le propre de la franc-maçonnerie, c'est de prétendre vouloir faire le bien en s'affranchissant de la règle commune. C'est une règle qu'on veut à part, on veut être en dehors du bien commun. La royauté française défendait le bien commun et la Révolution l'a remplacé par le bien des clubs. En fait, ces réseaux de pouvoir et d'influence ont profité d'un moment de faiblesse de la monarchie pour la renverser finalement. Alors, la faiblesse de la monarchie, elle est quand même très très facilement cernable. La faiblesse de la monarchie, c'est la dette. Or, la dette a été savamment orchestrée et organisée. Les rois de France ont toujours couru après l'argent. C'est l'histoire de la royauté en France. C'est l'histoire des moyens qu'ont trouvé les rois pour être indépendants financièrement sans vendre leur âme au diable. Et le siècle des Lumières, c'est le siècle où la royauté bascule. La royauté bascule. Les ennemis de la royauté ont réussi alors en se cachant bien, à faire que la dette soit insupportable, et que on a proposé au roi comme solution, en lui présentant comme bien sûr le bien, on lui a proposé de libéraliser l'économie. Alors, on l'a pensé comme ça parce que le mot économie est né à ce moment-là, on disait physiocratie à l'époque, c'est-à-dire gouvernement par la nature. Donc, les physiocrates sont devenus les économistes, et ce sont des gens qui ont prétendu avoir inventé l'eau tiède, avoir trouvé la solution à tous les problèmes, supprimer la police des grains, laisser les marchandises circuler, laisser la main invisible faire le bon et juste prix. Et en matière de corporation, par exemple, le même mouvement a voulu supprimer les corporations en disant le mauvais ouvrier sera simplement puni par le rebut de son ouvrage. C'est-à-dire qu'on abolit toutes les règles et l'ouvrier qui travaille mal, on ne paiera pas et puis comme ça c'est tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui prennent le pouvoir au moment où il n'y a plus de règles pour protéger les petits, ils écrasent les petits et c'est ce qui s'est passé. Donc, le siècle des Lumières, c'est le siècle du renversement de l'autorité royale par le libéralisme économique, et c'est là que c'est arrivé. Donc il y a eu trois tentatives. Il y en a une en 1763, Louis XV est revenu dessus. Il y en a eu une deuxième en 1775 avec Turgot. Louis XVI a laissé faire et ensuite il est revenu dessus. Et ensuite la troisième expérience, ça a été 1787.
à l'issue de quand le roi a échoué à obtenir de l'Assemblée des notables que ces gens-là veuillent bien se mettre à contribution leur propre fortune pour résorber la dette. Et là, on a dit au roi, la solution, c'est la libre circulation des grains. Louis XVI l'a de nouveau assigné, et comme on lui a coupé la tête, il n'a pas pu revenir en arrière. Voilà. Et ensuite, c'est sûr. il est resté. Voilà. En tout cas, la dette est un des meilleurs instruments de pouvoir. C'est la dette, la dette, la dette, la dette. Qu'est-ce qui a fait tomber l'Ancien Régime? C'est la dette. Qu'est-ce qui a perdu la royauté? C'est la dette. Mais une dette, ça s'organise. Une certaine Madame de Pompadour a été mise dans le lit du roi pour le ruiner. Cette bonne femme, qui était particulièrement intelligente, hein, elle n'avait pas que des défauts, c'était une ruine sur deux pattes. C'était une ruine sur deux pieds. Et le roi, elle dit, oh Majesté, j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela, gna 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 gna. Et il y avait par derrière des financiers qui disaient, vous avez besoin d'argent, Majesté, je vous en prête. Puis une fois qu'on a bien prêté, une fois qu'on a bien emprunté, il faut rembourser. Et ça, c'est pas autre chose. C'est vraiment la chute de la royauté, c'est la mise en pratique d'une politique ruineuse pour les finances jusqu'à la chute de la royauté. Mais finalement, quand on a compris les grands mécanismes de l'histoire, on les voit revenir à chaque nouvelle époque sous d'autres traits. Bah oui, à l'heure actuelle, c'est quoi d'autre, à part la dette, la dette, la dette? On essaie de nous expliquer qu'il faut qu'on tue nos bestiaux, il faut qu'on tue nos agriculteurs, parce que la dette, la dette, la dette. J'ai pas de dette, moi. Moi, j'ai pas de dette. Désolé, moi, je dois rien. Vous gérez votre budget familial correctement. Non, mais sans blague. Mais moi, je dois rien à ces gens-là. Hein. Mais je sais bien, ils sont disposés à tout nous piquer. Mais la dette, c'est pas moi qui l'ai faite. Je suis désolé, moi, je ne dois rien à personne. Vraiment. On est bien d'accord. J'ai eu quelques crédits dans ma vie, là, je n'en ai pas. Hein. Et vous les avez remboursés? Absolument. Voilà, c'est ce qu'il faut faire en général. Voilà, on s'engage. Qui paie ses dettes s'enrichit. Absolument. Absolument, qui paie ses dettes s'enrichit. Pour terminer cette belle émission, vous avez dit en début, en introduction, que vous étiez patriote. Est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent, hélas, les deux termes, quelle est la différence entre le patriotisme et le nationalisme? On voit par exemple, il y a un patriotisme lyonnais dans l'histoire que je viens de raconter. Mais grosso modo, c'est la même chose. La nation, c'est un ensemble de peuples qui réagissent, qui vivent ensemble, qui réagissent à un certain nombre de valeurs, de données. Mais c'est beau une nation. Moi, je trouve ça beau une nation. Je ne vois pas en quoi le nationalisme serait un gros mot. Alors on dit ultra, mais tout ce qui est ultra, il n'y a qu'à dire ultra devant n'importe quoi. Et puis il y a les gens de gauche, et puis il y a ultra gauche, et puis il y a les gens de droite, puis il y a l'ultra droite. Ça ne veut rien dire. Ultra. De toute façon, les gens qui s'opposent à ce qu'on dise la vérité ont toujours des mauvais arguments et ils vous paralysent par des rayons paralysants du genre antisémite, homophobe, machin, des trucs comme ça qui ne veulent rigoureusement rien dire, mais rien, on va parvenir aux définitions. Ce sont juste des rayons paralysants pour empêcher les gens de s'exprimer. Donc moi, quand je dis que je suis patriote française. Oui, je suis patriote française. Est-ce qu'on peut dire que je suis nationaliste? Oui, éventuellement, sauf que si je me disais nationaliste, on pourrait dire que j'appartiens à un mouvement nationaliste, qui n'est pas le cas. D'accord, oui, et peut-être que même dans le mot patriote, il y a beaucoup moins l'idée de repli sur soi que dans le mot nationaliste. Oui, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a. Je pense que nationaliste, c'est une appartenance probablement partisane, ce qui n'est pas mon cas. Alors j'ai émargé à Debout la République, hein, qui est devenu maintenant Debout la France. Donc là, je peux dire que j'étais dans un mouvement nationaliste, mais on disait souverainiste, hein, on disait pas. On dit plutôt nationaliste. Oui. Oui. Donc c'est le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, oui. Alors j'ai quitté le mouvement, mais sans me fâcher du tout. Hein. Alors on raconte que j'ai été chassé de jamais, j'ai jamais été chassé de chez Nicolas Dupont-Aignan, avec qui j'entretiens des relations tout à fait cordiales. Hein, c'est intéressant. Alors je voulais raconter que je me suis offert une petite discussion avec ChatGPT en demandant qu'est-ce qui s'est passé entre Marion Sigaud et Nicolas Dupont-Aignan. Alors, il l'a chassé. J'ai dit, attends, pas du tout, il l'a pas chassé. J'ai fait complètement rectifier tout le truc. Et ChatGPT est revenu en arrière en disant, non, les relations entre Marion Sigaud et Nicolas Dupont-Aignan sont des plus cordiales. Il n'y a jamais eu de clash entre lui et moi. Jamais. Jamais, je le respecte, il me respecte, je ne fais pas partie je ne fais plus partie de son mouvement, point barre, je ne lutte pas contre du tout. Et si je le revois demain matin, je vais lui faire un bisou. Ah ben, l'appel est lancé. Pour le revoir et lui faire un bisou. Ah non, mais je veux dire, il y a pas besoin, j'aurais de multiples occasions de le rencontrer. Hein, c'est pas... Non, il n'y a jamais eu de clash entre lui et moi, jamais.
Jamais, jamais, jamais. Comme quoi l'intelligence artificielle est assez, comment dirais-je, changeante et versatile. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si on pose des questions générales, elle va répondre des généralités. Si on aiguise le truc, par exemple, je me suis amusée à faire rectifier par ChatGPT l'intégralité de ma fiche Wikipédia. Oui, parce qu'elle est quand même pas toujours… Ah non, mais c'est monstrueux. Ma fiche Wikipédia, elle est diffamatoire dès la première ligne. J'ai vu. Dès la première ligne. Je suis écrivain appartenant à tel mouvement politique. Un écrivain ne se définit pas par son appartenance politique. Un écrivain se définit par ce qu'il écrit. À l'époque où écrit Wikipédia, j'ai publié 19 ouvrages originaux. On ne peut pas le mettre en première ligne, ça? Bien sûr. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, c'est pas quelqu'un qui participe. Elle rejoint l'extrême droite. J'ai jamais rejoint l'extrême droite. Jamais. Jamais. Donc, non, mais c'est complètement biaisé et c'est partisan, c'est très partisan comme page, hein, c'est très diffamatoire, effectivement. Wikipédia est un organe de propagande qui appartient aux grands groupes Google, machin, les GAFA. Le Wikipédia s'effondrera avec le reste. Wikipédia n'est pas du tout une encyclopédie, c'est une agence. Alors, il y a quelques renseignements qu'on peut prendre sur Wikipédia. S'il s'agit de savoir la date de naissance ou la mort de tel personnage historique, Wikipédia, en général, c'est fiable. D'ailleurs, c'est difficile de savoir si c'est fiable. Si c'est fiable, il donne une source et la source, on peut la vérifier. Mais tout ce qu'il raconte sur moi, ça n'est que de la diffamation. Je n'ai jamais rejoint l'extrême droite. En plus de ça, ça n'a pas à entrer dans une définition de ce que c'est qu'un écrivain. Absolument. Ça n'a rien à voir. De rectifier les choses, oui, voilà. Alors, je n'ai jamais été fâché avec Nicolas Dupont-Aignan, jamais. Et alors, en plus de ça, alors Wikipédia, ce qui est intéressant, c'est que d'après Wikipédia, je suis toujours à égalité et réconciliation. Ça fait 6 ans que je n'y suis plus, mais ils ne veulent pas retirer l'information. Pourquoi? Parce que c'est une information qui est donnée par des gens pas fiables. Pour Wikipédia, tant que Le Monde ou TF1 ne l'aura pas dit, c'est pas vrai. On voit bien que c'est quand même une agence de propagande. Bien sûr, et puis vous voyez Alain Soral finalement qui est quelqu'un de clivant, c'est une façon de vous affaiblir certainement. Mais exactement. En plus de ça, je suis désolée, mais moi c'est très très simple. Si je n'avais pas rejoint Égalité et Réconciliation, je l'ai fait, ce qui ne veut pas dire rejoindre l'extrême droite, mais rejoindre un groupement qui m'a donné une tribune pour faire de l'histoire, ce que j'ai fait sans discontinuer pendant toute la période où j'étais là, vous ne me connaîtriez pas. Donc où est le problème? Exactement. Toutes les voix peuvent s'exprimer. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai quitté Égalité et Réconciliation quand j'ai cessé de pouvoir m'y exprimer librement. Voilà. La liste des gens qui m'ont donné la parole et qui me l'ont coupée, elle est impressionnante. J'en ai fait la liste un jour. Mais quand je ne veux pas faire de diffamation, je ne vais pas la donner ici parce que je ne fais pas de diffamation. On est d'accord. Mais ils se reconnaîtront et en tout cas, ici, vous pouvez vous exprimer. On est là pour remettre en question les vérités et mensonges de l'histoire. Voilà. Un grand merci, Marion Sigaud, pour votre confiance et vous pourrez revenir quand vous voulez sur Tribune Libre. Eh bien, pour présenter mes livres, pour présenter ma bannière Réhistoire pour tous, je vais vous envoyer mon petit dossier de presse que je viens d'élaborer. Il y a pour l'instant que 8 titres de mes livres. Il va y en avoir beaucoup plus parce que je continue d'écrire et je continue de rééditer mes anciens livres depuis que j'ai récupéré mes droits de publication de mes anciens livres. Donc, comme j'en ai publié 19 originaux, je suis en train d'écrire le 20e. Ça fait beaucoup de titres sur lesquels, si vous me donnez la parole, j'aurai plaisir à m'exprimer. Voilà. Vous pourrez revenir. Je vous remercie. Merci Stéphanie. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.